Oui, bonjour, il y a de l'écho là. Oui, Donc, sûrement. je peux mettre ma caméra très vite. Oui, j'ai réagi. Je trouvais d'abord, je remercie les intervenants. Je trouve que c'est intéressant de nous démystifier un peu cet objet qui reste obscur pour moi, le lac de données. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les métiers vont interagir avec ce lac de données. Donc, est-ce que, autant pour les SJVD relationnels, on a le micro, excusez-moi, je ne sais pas si c'est, ça peut-être qu'on ferme les micros, si on parle pas. Autant pour moi, sur les SGBD relationnels, c'était assez clair, le requêtage, on le connaissait, bon, on savait sous quel type de requête on pouvait formuler à la structure et de la base de données. Autant sur le lac de données, je ne comprends toujours pas comment l'utilisateur et le métier interagit. Est-ce qu'il a toujours besoin de passer. Est-ce que ça complexifie l'interaction finalement en donnant la main à un informaticien parce que c'est compliqué, c'est hétérogène. Alors, Gauthier nous a montré cette surcouche par talent qui permettait effectivement, à mon avis, de simplifier les choses et de rendre transparent un certain nombre de complexités en termes d'hétérogénéité des structures de données sous-jacentes. Mais voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est le point de vue de l'usager, le point de vue du métier, des directions fonctionnelles qui ont besoin d'interagir avec le SI. Comment ça se passe? Gauthier pourra sans doute compléter mieux que moi sur des usages de la vraie vie, parce que moi, finalement, c'est mon métier de chercheuse. Je suis un peu loin de ça, mais alors, plusieurs éléments. Déjà, dire que la réponse qu'on peut apporter aujourd'hui, elle est peut-être à la fois un petit peu meilleure que celle d'il y a un an ou deux, et qu'elle est en train de se transformer, à mon sens, pour pouvoir tirer le fil jusqu'à l'utilisateur final. Il reste, selon moi, que ben, cette interface et cette indirection vers un expert de l'exploitation des données, elle est pour l'instant, à mon sens, presque rendue obligatoire par le fait qu'on ne peut pas anticiper les interrogations dans le lac, ou alors celles qu'on anticipe, en fait, bah, du coup, voilà, on va pouvoir tranquillement poser les surcouches, les paramétrer, les rendre les plus utilisables possibles. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de ce qu'on a vécu sur les entrepôts de données, parce que sur les entrepôts de données, on ne savait pas exactement quelle serait l'interrogation de l'utilisateur, etc. Mais ce qu'on savait, c'était qu'on tournerait toujours autour des mêmes axes et des mêmes mesures, enfin des mêmes choses qu'on analysait au milieu. Et du coup, on était capable de préparer tous les petits circuits de passage de la donnée vers cette réponse à apporter. Là, on est quand même un petit peu à la fois, je vais dire, content de pouvoir ouvrir plein d'usages, mais coincé par le fait qu'il y a une explosion des types d'usages qui fait qu'on ne peut pas tout préparer. Alors du coup, quel est le vécu de l'utilisateur? Ben, il est que pour certains usages, ça va ressembler à des accès à de l'information par des requêtes que vous maîtrisez, et pour d'autres, ben, on va se retrouver face à l'informaticien qu'il va falloir appeler à la rescousse. On se retrouve finalement dans les années 90, enfin presque 30 ans en arrière, quand c'était le cas déjà sur les entrepôts de données. C'est-à-dire que le décideur, on racontait ça comme ça, c'est un mythe pareil, mais en gros, il appelait le service informatique, il disait bon, ben, il me faut tel reporting pour la fin de la semaine, et le service informatique lui préparait les petits camemberts qui vont bien. Euh, pour moi, j'ai l'impression qu'on est un petit peu au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on en est encore un petit peu là pour certaines interrogations, et que pour le reste, la surcouche qui a été présentée commence à être assez mûre. Je ne sais pas, Gauthier, si c'est le vécu du quotidien, j'allais dire. Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a. Alors, à ma connaissance, l'INA est un cas particulier, je vais y revenir, mais à ma connaissance, il y a assez peu d'endroits où les métiers eux-mêmes font des requêtes SQL sur les systèmes. L'INA était une petite exception puisque nos professionnels ont accès en select et en update aux bases de données en prod. Bon, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais il y a assez peu de systèmes où en réalité les utilisateurs ont accès directement aux données. À la BNF, ils l'ont eu à travers le Sparkle Endpoint. Alors, je ne sais pas si Étienne est dans le coin, mais
Non, je ne crois pas qu'ils soient dans le coin, mais je crois qu'il y a peut-être des gens de la BNF, mais ils n'ont jamais eu accès au SQL de la base de données Oracle. Et ils l'auront jamais, parce que je peux vous dire que moi, quand je suis arrivé à l'INA, on m'a dit ta première mission, c'est de faire en sorte que le métier ne touche plus à SQL. Ok, très bien. Mais les choses ne sont pas aussi simples, évidemment. Après, je suis allé voir le métier, on m'a dit ouais, ta première mission, c'est de faire en sorte qu'on puisse toujours toucher à SQL. Ok, super. Bon, alors, donc les choses ne sont pas aussi simples que ça. Donc, pour répondre, il y a différents niveaux et différents types d'utilisateurs. D'abord et avant tout, on est en train de recréer un logiciel qui va permettre d'accéder aux données qui sont à l'intérieur du lac. Ce logiciel s'appelle Nautilus, parce que lac, Nautilus, bref, je vous filez la métaphore. Et ce logiciel, c'est une interface graphique qui permet d'accéder à l'ensemble de notre collection à travers une navigation, des interfaces, excusez-moi pour le chat, des interfaces utilisateurs, et en particulier qui interagit énormément avec le moteur de recherche, puisque l'essentiel de la navigation et de la recherche est assuré par un moteur de recherche. Les données sont stockées dans la relationnelle, puis répliquées en fonction des usages pour gérer les performances dans les différents autres systèmes. Ça, c'est le premier niveau. Je dirais que c'est le niveau utilisateur, et on a essayé de faire en sorte d'avoir un moteur de recherche qui respecte la généricité de notre modèle conceptuel de données et qui prenne en compte tous les types de données qu'on pouvait avoir à l'intérieur de notre système. Ça n'a pas été simple, il a fallu un bon 18 mois de travail sur le moteur de recherche pour réussir à en arriver là et essayer de penser tous les usages possibles qu'on pouvait avoir en termes d'interrogation. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, on a essayé de déployer un mécanisme de requêtage qui est inspiré d'un langage de requête qui s'appelle GraphQL, qui permet de récupérer de la donnée facilement, de recréer en fait la structure de données que vous souhaitez avoir en fonction des besoins que vous voulez avoir et en fonction de quel type d'entité au sein du modèle vous requêtez. Donc ça, c'est plutôt à destination des maîtrises d'œuvre, mais globalement, ça va nous permettre, en particulier à destination des chercheurs et des professionnels en interne, qu'on puisse mettre en place des interfaces où ils vont choisir quelles sont les données qu'ils veulent, à quel moment, à quel endroit, en fonction de quelle interrogation, et on leur fera un dump en XML, en JSON, en CSV, peu importe, en fonction de leurs besoins et de leurs connaissances, pour récupérer les données. On a presque terminé le développement de cette partie-là, c'est presque bouclé. Ça, c'est le deuxième niveau, c'est le niveau à la sortie du lac. Après, on a un troisième niveau, qui sont les analystes de la donnée, c'est-à-dire les gens qui vont avoir le droit de rentrer dans le lac. Et là, j'ai deux types de populations qui vont rentrer dans le lac. Les gens qui travaillent au sein de l'équipe data, on va appeler ça comme ça, en fait, ils sont tous plus ou moins impliqués avec cette équipe data, mais il y a deux types de populations. On va appeler ça d'un côté les informaticiens, ceux qui appartiennent à la DSI, on va faire simple, les ingénieurs, ingénieurs de la donnée, data scientists, architectes de la donnée et data ops. Donc à l'heure actuelle, ça représente une équipe d'une quinzaine de personnes, internes et prestataires. Je répondrai à la question de Anne tout à l'heure sur l'histoire des prestataires. Et par ailleurs, ce qu'on a fait et ce qu'on est en train d'augmenter, c'est qu'on embarque au sein de cette équipe tout le temps, alors en ce moment en télétravail, mais tout le temps, des personnes qu'on appelle du métier, c'est-à-dire de la direction des collections. Donc, on a 2 personnes à plein temps qui sont ce qu'on appelle des TGCM, c'est-à-dire des anciens catalogueurs qui travaillent avec nous. Alors aujourd'hui, sur la recette de la refonte et de la migration, mais demain, sur la qualité. Et c'était important pour nous pour qu'ils puissent s'approprier les modèles de données, qu'ils puissent s'approprier les systèmes de requêtage des bases elles-mêmes au sein du système et qu'ils puissent être à côté des ingénieurs de la donnée, prêts à les renseigner, à les accompagner, à travailler avec eux et à s'approprier l'ensemble de ce système. Donc ça, c'est côté surtout refonte. Et puis côté TDM, côté IA, text et data mining, là aussi, on a une personne pour l'instant, et j'espère qu'on en aura plus demain, qui est embarquée complètement à côté des data scientists à plein temps, et qui est la personne qui aide les data scientists à comprendre les besoins métiers, mais qui fait aussi les modèles d'entraînement, puisque tous ces systèmes d'IA fonctionnent sur des mécanismes de modèles d'entraînement
et que le modèle d'entraînement, le corpus d'entraînement, c'est absolument pas le data scientist qui peut le gérer parce qu'il n'y connaît rien. Son job, c'est de faire l'algo et que ça, c'est le travail de cette personne dont on a un peu du mal à qualifier le titre. Des fois, on parle de EA stewardship entre nous pour rigoler, de EA steward ou de chef de projet donné. Ou, bon, bref, c'est un nouveau métier qu'on a créé au sein de l'INA. Donc, c'est une personne, c'est un ancien étudiant d'INASUP. Hein, il a fait son stage chez nous, puis maintenant, il est complètement intégré à l'INA et il est au sein de l'équipe. Et lui, il est embarqué dans l'équipe. Et pareil, lui, il a accès au lac directement et à l'ensemble des bases à l'intérieur du lac. Voilà, j'espère que j'ai été un petit peu long, mais ça permet de recadrer un petit peu les différents niveaux d'intervention. Oui, merci beaucoup Gauthier. J'avais posé une question aussi sur les données non structurées, c'est-à-dire le lac de données, quand même au départ, c'était c'est le big data au sens originel du terme, c'est-à-dire des données qui arrivent en flux, qui sont sans arrêt renouvelées, d'où ma question sur les données du web qui concernent l'INA, qu'est-ce qui se passe en termes des logs, des tweets, enfin des requêtes. J'imagine que si on a mis en place la structure lac de données, ce n'est pas uniquement pour intégrer des données de SGPDR hétérogènes, c'est aussi pour traiter les données non structurées. Tout à fait. Tout à fait. Mais comme le chemin est long et le projet est vaste, on n'a pas encore fait le travail. On a développé, ça y est, là c'est développé, c'est en cours de test du côté des applications métiers. On va récupérer les usages de notre système de SVOD, donc Madeleine. C'est nous qui allons être la base de données des données d'usage pour Madeleine. Et au fur et à mesure, on rajoutera les différents systèmes à l'intérieur du lac. C'est une des grosses parties qui nous reste à faire. De pouvoir travailler sur ces données, de pouvoir les capitaliser et ensuite travailler dessus et d'en faire quelque chose. Pour l'instant, on est encore un peu dubitatif. Et puis surtout, l'essentiel pour nous, c'était d'organiser ces données d'usage par rapport au cœur de la collection. Donc, il fallait absolument remettre la main sur la maîtrise des données de la collection. Je parle techniquement, pour que ensuite on puisse raccrocher les données d'usage de manière pertinente. Tout à fait. Il faut quand même noter une chose importante. Alors, je ne vais pas parler d'Amazon parce que pour le coup, c'est assez monstrueux, mais Netflix, c'est 40 000 contenus. Donc, c'est rien du tout en fait. Quand on commence le projet, on a 60 millions de notices documentaires à l'intérieur des différents systèmes. Donc, en termes de reprise de données, partir d'un catalogue à zéro avec 40 000 contenus et repartir de 20 ans enfin 20 ans, que dis-je, même plus que ça, 40 ans de data sur 60 millions de notices documentaires, bah, il y avait un petit boulot à faire au préalable et on a préféré faire ce travail-là d'abord avant d'aller sur les données d'usage. Croyez-moi, ça n'a pas été simple parce que j'ai le marketing qui est tout le temps en train de me dire « Et alors, quand est-ce qu'on met en place les données d'usage ?» Non, on ne peut pas le faire. Mais bon, ça va venir. Oui, merci beaucoup Gauthier, c'est éclairant. Claire Scopsi, tu as levé la main. Merci. Je me posais une question en termes d'organisation d'entreprise et de management ensuite du système, une fois qu'il est évidemment mis en œuvre et mature. Je ne sais pas s'il y a eu des réflexions ou des projections de fait. Et là, je m'adresse aussi bien à Anne qu'à Gauthier. Je me disais donc les projets vont se multiplier au niveau d'usagers qui vont venir avec un besoin, un questionnement, et vont s'adresser donc à ces data scientists et à ces spécialistes des données qui vont leur donner la connaissance des jeux de données disponibles, de ce qui est possible de faire. Et est-ce qu'on ne risque pas d'avoir inflation de projets usage et des points on va dire des points de verrou à terme au niveau de ces data scientists spécialistes de la donnée qui devront se mettre au service de tous ces besoins d'entreprise. La question de l'organisation du management du fonctionnement, en fait. En termes de priorité, par exemple, d'usage ? Oui, de nombre de personnes. Ça me faisait penser au début de la publication web, quand on avait les webmasters on ne pouvait pas publier directement, on ne devait pas en entreprise publier directement, on passait par les webmasters, et puis à un moment donné, et je dirais même assez rapidement d'ailleurs, ce profil de webmaster qui était pivot, qui donnait accès à la publication, est devenu le point de verrou parce qu'il était tellement débordé qu'il fallait attendre parfois des mois avant de pouvoir publier.
Et est-ce qu'on risque, est-ce que ça a été pensé aussi en termes d'organisation du travail ensuite, ou est-ce que on verra au fur et à mesure, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe et ça se résout toujours. Mais alors dans les cas d'usage qui m'ont été rapportés, sur la thèse de Cédrine par exemple, on a travaillé sur 6 cas d'usage de grandes entreprises. Hein, ça allait d'entreprises agroalimentaires que j'ai citées, j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs, jusqu'à des systèmes de banque, etc. Non. Enfin, pour le dire assez clairement, en fait, alors à la fois, c'est vrai qu'on en avait parlé, c'est des systèmes très portés politiquement par l'entreprise vis-à-vis de la stratégie qu'elle voulait appliquer, etc. À ma connaissance, c'était porté justement par cette stratégie vers des enjeux marketing assez forts. En bref, à destination au départ d'une poignée d'utilisateurs, comme ça l'avait été d'ailleurs historiquement sur les entrepôts de données. Hein. Et puis, au fur et à mesure, en fait, ça se démocratise, et je pense, avec les mêmes processus, et ça va peut-être répondre aussi à la question précédente, je vais répéter ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont s'industrialiser, il y a des types d'usages, des requêtes qui vont devenir de plus en plus standards, et de même que sur les webmasters, maintenant, on a la main en partie sur les CMS, en partie sur certains usages, parce que, de fait, ça s'est tellement répété que maintenant, c'est automatisé. Ça va se mettre en place aussi sur ces accès. Il va rester des modes de priorité comme on les connaît dans nos organisations, j'allais dire, d'accès au service support de manière générale, c'est-à-dire qu'on soit dans un bâtiment ou un autre, qu'on ait un rôle ou un autre, quand on a besoin de faire réparer la fenêtre ou de changer une serrure ou d'accéder à de la donnée, eh bien, il y a des règles de priorité qui se mettent, j'allais dire, de manière assez naturellement, et je pense que ça va être les mêmes types d'organisations qui vont du coup pas se mettre en place, mais s'opérer de manière assez naturelle, en tout cas de ce que j'en vois, tout en organisant, cette pénurie étant là, elle va forcer des automatisations. Est-ce que ces automatisations, elles vont venir des data scientists qui sont débordés, ou des usagers eux-mêmes qui vont finalement trouver, comme dans toute expérience utilisateur, que la route, elle est très jolie, elle est très belle, mais qu'en fait, on va prendre un petit chemin à côté, on va le creuser au fur et à mesure. Ça va sans doute être un peu des deux, mais beaucoup de l'ordre de j'en ai marre que ça marche pas, et c'est pas grave, je vais trouver une méthode pour m'en sortir. Je sais pas si ça répond totalement à la question, mais je pense que ça va se passer plus ou moins comme ça. Et alors, Gauthier faisait des grands signes de tête. Je faisais des signes de tête sur le coup de c'est le data scientist qui va changer les choses. Non, ou le métier, c'est bien le métier, hein, comme d'habitude, c'est eux qui drive. Oui, il va falloir changer, faire évoluer les choses. Ma dernière slide abordait la gouvernance. Et on est en train de travailler avec Éléonore Alquier qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps en cours de séance. On travaille actuellement sur essayer de déployer une gouvernance transverse à l'ensemble des directions de l'INA, avec des règles opérationnelles, des comitologies, et puis une organisation ad hoc pour pouvoir piloter, gouverner ce lac, que ce ne soit pas simplement un problème d'informaticien ou de la DSI. Si ça devient le problème de la DSI, c'est qu'on a perdu. On a essayé à chaque étape du projet d'intégrer les métiers dans les mises en place du modèle conceptuel. On a ouvert les architectures, on a essayé d'être transparent le plus possible par rapport à cette architecture. Donc là, on est en train de travailler sur cette gouvernance. Soyons clairs, c'est une partie complexe, costaud, parce qu'évidemment, chaque direction veut sa part du gâteau, veut avoir ses données, veut avoir la main sur ses données, veut maîtriser ses données, et que quand on dit il va falloir les mettre en relation et on va tout mettre en cohérence dans une seule base, on sent bien de la frilosité tout à fait logique. Il y a un accompagnement au changement à faire, tout à fait logique par rapport à est-ce que je vais réussir véritablement à maîtriser mes données alors que c'est la DSI qui a l'air de reprendre la main.
Donc, on travaille aujourd'hui à cette gouvernance transverse qui devrait aboutir au cours de 2021 et puis de la suite. Et puis, il y aura certainement, au fur et à mesure, des réorganisations, des changements. Au sein même de la DSI, on sent bien que la place qu'a pris le projet fait qu'il va falloir qu'on réorganise et qu'on revoie comment on restructure la DSI par rapport à cette question-là. C'est une évidence. Sinon, on va être effectivement le bottleneck, enfin comment on appelle ça en français, le bouchon. Goulot d'étranglement, ouais. Le goulot ou goulet d'étranglement, je ne sais jamais. C'est clair, c'est une évidence. C'est une évidence, on le voit déjà. Merci. Alors, sur les logiques top-down et bottom-up, nous, on a essayé de faire les deux. On a essayé mais très honnêtement, on a plutôt fait du bottom-up que du top-down. Parce que aller voir la gouvernance de l'INA et les directeurs en leur disant on va faire ci, on va faire ça, ça va bien se passer et tout, c'était assez complexe. Donc on a plutôt travaillé avec les opérationnels dans les différentes directions, alors sous la bénédiction évidemment des directeurs, mais avec une vision un petit peu éloignée de la part du COMEX peut-être d'abord. Où on a eu une vision où d'abord on essaye de faire avec les opérationnels et puis après on va remonter et donc maintenant on essaie de redescendre, donc on essaie de se refaire croiser les choses parce que de toute façon on ne peut pas réussir avec que du bottom-up ou que du top-down, hein. Il faut les deux, donc il faut faire les deux ensemble. Donc là c'est ce qu'on essaie de faire. On a fait beaucoup de bottom-up. Maintenant, on essaie de refaire du top-down pour remettre en place cette gouvernance de données. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Hein, je suis déçu si vous ne me posez pas la question sur le web sémantique quand même. Hein. Moi, je voulais poser une question, mais je suis désolée, Gauthier, ça ne sera pas sur le web sémantique. Je laisse ça pour quelqu'un d'autre. Ouais, bon, ça viendra, je suis sûre. Non, moi je voulais revenir sur ça s'adresse aussi bien à Anne qu'à Gauthier. C'était vraiment très très intéressant ce que vous avez expliqué, que finalement vous êtes séparés de la logique, on a tous complètement assimilé, enfin, de replacer finalement l'usager au cœur, voilà, des besoins, et finalement vous avez déconstruit ça pour replacer la donnée, voilà, dans une position centrale. Pour autant, tout à l'heure, Gauthier, quand vous avez répondu à la première question de Ghislaine Chartrand sur l'interaction justement avec le métier, vous nous avez expliqué, voilà, cette hiérarchie d'accès, enfin de niveau d'accès, oui, au lac que vous avez mis en place. Et on voit bien que malgré tout, notamment, alors peut-être quand on est au 3e niveau, donc là on est déjà à un niveau très très expert, mais pour autant, le métier, l'usager n'est pas complètement absent. Et en fait, voilà, alors ça revient peut-être un peu sur cette première question, mais pour autant, est-ce qu'on peut dire que l'organisation, voilà, en LAC est vraiment complètement met complètement de côté l'usager au moment où on réfléchit à une organisation de la formation? Je ne sais pas si c'est très clair. Ouais, je peux peut-être essayer de débuter, mais il faudra compléter, je pense, Gauthier. Alors en fait, je pense qu'il y a différents éléments. Des éléments qui sont liés à peut-être l'immaturité de ces concepts de lac de données, et peut-être des choses qui vont évoluer, c'est-à-dire on aimerait tous, sans doute, mettre l'usager toujours à la position centrale, sauf que souvent on ne sait pas faire, ou en tout cas on ne sait pas encore faire. Et j'ai l'impression, en tout cas, enfin moi c'est ma perception, hein, j'ai l'impression que ces systèmes qu'on dit orientés données, etc., c'est juste que l'usager a bien cette impression qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y aura des usages, etc., mais on ne s'en sort pas, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire. Et du coup, il y a eu cette vision de dire, bah voilà, on va faire des architectures data-driven, voilà. Et là, du coup, on se retrouve dans notre zone de confort. En gros, on sait faire. En tout cas, on sait envisager des moyens pour le faire.
Et on se retrouve voilà, dans cette bascule qui a l'air violente et qui, en fait, à mon sens, est juste une des phases d'une oscillation entre centré seulement utilisateur, centré seulement données, enfin voilà, juste les phases de maturation finalement d'un système qui va doucement, à mon avis, en tout cas, mais je suis naturelle plutôt optimiste, converger doucement vers quelque chose qui sera centré usage, centré utilisateur et qui va intégrer les aspects interrogation, préparation de la donnée, etc., de manière la plus transparente possible. Enfin, voilà, moi, je dirais que, certes, on est dans cette bascule très, très orientée données, et je pense qu'on y est vraiment, mais juste pour un temps, le temps qu'on sorte de cette ornière technique et conceptuelle. Je suis pas sûr de partager la dernière partie. Mais bref, pour essayer de répondre à la question qui n'est pas évidente, ça fait, comme l'a dit Violette, ça fait 20 ans que je travaille sur la donnée et l'information. J'ai commencé à l'école des chartes avec les professeurs de l'école des chartes à leur expliquer vous allez voir, tout va bien se passer, on va mettre nos éditions critiques en ligne. Et ce que j'ai perçu dès ce moment-là, c'est que la question « qu'est-ce que vous voulez ?» comme usage ou comme pour valoriser ces éditions critiques en ligne, elle était plus complexe à répondre que, en fait, c'est quoi une édition critique? Et cette sûreté que, en fait, interroger l'utilisateur, non pas sur son processus ou sur ses usages, parce que honnêtement, sinon, il va vous répéter l'usage qu'il a aujourd'hui et pas l'usage qu'il aura demain, mais sur sa donnée et son information, j'en suis réellement convaincu. Et j'en suis convaincu depuis longtemps. Et en fait, cette conviction, on l'a menée à son terme aussi là, à l'INA. C'est-à-dire que quand il a fallu rassembler d'un côté la direction des archives, enfin l'ex-direction des archives, et de l'autre côté l'ex-direction du dépôt légal, et qu'il a fallu mettre ces gens ensemble, j'aurais pu leur dire quels sont vos besoins et vos usages. Mais chacun allait dire bah, moi, mes besoins et mes usages, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Et qui était différent. C'est-à-dire, moi, je veux le bouton, je vais caricaturer, mais je veux le bouton en haut à gauche et moi, je le veux en bas à droite. C'est de la caricature, évidemment. Mais en fait, la question qu'on l'a posée, on l'a posée différemment. C'est-à-dire qu'on a dit, OK, quelles sont vos données? Oubliez les usages. On s'en fout pour l'instant. Quelles sont vos données? Et comment on va faire du lien entre les deux? Comment on va faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre les deux? Et bien finalement, ça a simplifié le rapprochement. C'est-à-dire que au lieu de poser la question sur l'usage qui aurait été forcément chacun voulant son usage à lui, eh ben, on a neutralisé cette question en posant la question de la donnée. Et ça a simplifié le rapprochement, alors pas de l'ensemble des deux directions au niveau opérationnel, mais des gens avec qui on travaillait nous au quotidien à travers la donnée. Et du coup, derrière, l'usage, il a été drivé par le modèle, par les données qu'on a migrées, par ce qu'on avait vu ensemble en termes de cohérence. Et ça a été beaucoup plus simple, en fait, derrière, à gérer. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ça, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais on voit bien que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Clairement pas. Mais si vous mettez l'usage en avant d'abord, comment vous voulez répondre à des usages futurs? Et c'est ça aussi notre question. C'est ce que j'ai dit. Il s'avère que l'INA est un EPIC et que changer la stratégie de l'établissement pour aller rapidement vers quelque chose, ça arrive régulièrement. Madeleine, le nouveau système de SVOD, s'est fait en 18 mois. C'est très peu pour un établissement comme les nôtres. Il a fallu y répondre très rapidement. Même si on avait déjà fait des choses, etc. Donc ça, c'est vraiment important, je crois, à avoir en tête. C'est que le fait de placer la donnée comme ça au cœur, ça nous permet de simplifier l'expression des usages et puis ça nous permet de répondre aux usages futurs. Après, la place de l'utilisateur ou des utilisateurs dans ce système, moi, j'ai tendance à dire que le professionnel de l'information d'aujourd'hui est le professionnel de la donnée de demain. Et je plaide
pour que les professionnels de l'information aillent vers plus de technicité, pour aller vers plus de solutions. Et puis les éditeurs sont en train de faire ce travail-là aussi. Les éditeurs logiciels sont en train de faire ce travail-là aussi. Vous voyez la logique de tous les utilisateurs autour de ce qu'on appelle la préparation de données, la data prep ou le data wrangling. Aujourd'hui, ils ont conscience que ça doit être aux mains des utilisateurs. Donc, ils sont en train de mettre en place des systèmes avec des logiciels qui masquent les codes, les machins, etc. Vous voyez aujourd'hui un tableau software qui a un système de création de tableau de bord. Il intègre tout le mécanisme de préparation de données à travers une interface. Alors, ça va demander un peu de technicité, mais on est globalement sur du Open Refine pour les gens qui connaissent. Donc, on voit bien que la stratégie aujourd'hui des éditeurs, ils ont bien compris qu'effectivement, on allait aller vers les utilisateurs, aller vers l'exploitation de ces données, de ces masses de données qui sont à l'intérieur de nos bases, de nos lacs, de nos systèmes, et qu'il allait bien falloir donner les moyens aux utilisateurs, parce que c'est eux qui savent, ce n'est pas les informaticiens, c'est bien les utilisateurs, les professionnels de la donnée, qu'ils sont au quotidien, et en particulier dans nos milieux, les professionnels de l'information. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, merci beaucoup Anne et Gauthier, c'était vraiment très intéressant, ça a permis oui, de préciser voilà, cette zone qui était un peu floue pour moi, donc merci beaucoup de ces explications. Je laisse la parole bien sûr à quelqu'un d'autre. J'ai senti qu'il y avait peut-être un petit frémissement sur le web sémantique, mais Claire, tu voulais dire quelque chose. Justement, alors une question m'est venue comme ça, je ne sais pas d'où. Et le web sémantique Oh bah alors il fallait quand même qu'on l'aborde 5 minutes quand même, parce que c'est une question qui est au cœur de la réflexion à l'heure actuelle des archives. Moi, j'y ai travaillé pendant 10 ans, et puis ça fait 3 ans que je dis allez, passons à autre chose. Je vais quand même revenir et je vais essayer de le faire rapidement et synthétiquement. Sinon, je renvoie à la Gazette, à la prochaine livraison de la Gazette des archives, n'est-ce pas, Violette? Aujourd'hui, la question principale qui est adressée par le web sémantique, c'est la question d'interopérabilité. C'est à peu près le seul use case qui est rempli. Par rapport à tout un tas de problématiques techniques, d'appropriation, etc. Le seul use case, c'est l'interop. Moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce que notre enjeu aujourd'hui, dans nos institutions, c'est l'interop? Externe, hein, je parle. Hein. Ça en fait partie, mais quand je vois l'état de nos systèmes d'information et de nos données, comment vous voulez qu'on mette en place de l'interopérabilité si nos données sont dégueulasses à l'intérieur et ne sont pas maîtrisées? On rajoute un petit entrepôt AIPMH dans le coin, un Sparkle Endpoint dans l'autre, et machin, et vas-y que je te rajoute un nouveau silo avec un nouveau plat de spaghettis que je mets à l'intérieur. Je vous invite à aller voir l'architecture globale du système d'information de la BNF. Vous verrez un bel exemple de cette problématique-là. Et ce n'est pas un reproche que je fais à la BNF, c'est juste que eux, pour le coup, l'interopérabilité est au cœur de leur mission. Moi, ce n'est pas le cas chez moi, à l'INA. C'est pas le cœur de ma mission. Mais du coup, la question que je pose, c'est est-ce que aujourd'hui c'est la bonne question? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'on ne doit pas reprendre la main sur nos données, et en particulier dans les archives, mettre de lien entre les systèmes de signalement, en EAD autrement, les SAE, les systèmes d'archivage électronique, et les systèmes qui contiennent la numérisation. Aujourd'hui, on a tous ces systèmes-là. Donc, la question du web sémantique, elle était fondamentale, en tout cas à titre personnel, pour en arriver à ce que je vous ai montré. Mais la question de aujourd'hui utiliser les technologies web sémantiques, en tout cas en interne, c'est non, pour les raisons, techniques, de scalabilité et de maintenabilité du système, et d'appropriation et de maintenabilité du système, parce que personne ne les connaît, je suis désolé, mais moi je ne peux pas passer 6 mois à chaque fois que je recrute un prestataire à le former à RDF et à Sparkle. C'est juste pas possible. Les mecs, ils connaissent SQL, ils connaissent un petit peu maintenant MongoDB, ils connaissent un petit peu Elasticsearch, mais ils ne connaissent pas Sparkle, toujours pas, et ça n'arrivera pas. Maintenant, j'ai fait une croix dessus. Donc, je ne peux pas me permettre en interne de faire ça.
Donc la question du web sémantique, c'est pas forcément la question d'utiliser les technologies du web sémantique. Si la question elle est de repenser les modèles de données, de repenser la cohérence de données en graphe, avec des modèles conceptuels en graphe, oui, clairement, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a fait chez nous. Ensuite, est-ce qu'il faut implémenter les technologies du web sémantique au cœur de notre système? Moi, j'en suis pas convaincu, parce qu'on a des problèmes de scalabilité, on a des problèmes d'appropriation, et les technologies du web sémantique ne permettent pas d'adresser tous les types de données qu'on peut avoir. Les données semi-structurées, vous n'allez pas les mettre en graphe parce que ça va vous faire des milliers de triplets pour pas grand-chose, avec beaucoup de données textuelles. Et les triple stores ont horreur des données textuelles. Ce qu'ils aiment, c'est du lien. Et donc, forcément, la question de pourquoi je l'utilise, elle se pose. Vous avez vu, il y a un triple store dans mon lac de données. Je l'ai mis, mon doudou. Mais aujourd'hui, le doudou, je ne l'utilise pas. Pas encore. Et si demain je dois l'utiliser, très clairement, je n'irai pas sur du RDF, j'irai sur du property graph. Parce que c'est un meilleur modèle que le RDF aujourd'hui. C'est comme ça, c'est pour l'interne. Maintenant, pour l'externe, si demain on me dit Gauthier fait de l'interopérabilité entre l'INA et l'extérieur, et c'est important de rentrer dans un objectif d'interopérabilité de graph avec l'ensemble des données culturelles, why not? Ça ne résoudra pas grand-chose au niveau global. Il faut qu'on me prouve que les usages sont là. Parce qu'aujourd'hui, ils n'y sont pas, les usages. Donc moi, je veux bien investir, mais j'ai mon DSI, à chaque fois, il me dit pourquoi tu fais ça, combien ça me coûte, combien ça me rapporte. Donc j'ai des comptes à rendre. Et du coup, j'ai une vraie question. Enfin, pourquoi faire? Là, du coup, j'ai jeté un froid. Non, mais c'est intéressant. Je dirais l'approche critique du sémantique, c'est intéressant. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut repositionner le bébé au bon endroit par rapport à ce qu'il a apporté. Et par contre, c'est un très bon cadre de réflexion pour avancer dans cette problématique de la mise en cohérence des données, la centralisation des données. Enfin, je veux dire, la question de l'ontologie, Anne y a fait allusion. Moi, j'en serais pas là aujourd'hui si j'étais pas passé par le web sémantique. Enfin, mais clairement. Sauf qu'aujourd'hui, je suis obligé de faire un constat, ça marche pas. Donc, passons à autre chose. Il n'y a pas de réaction là-dessus? Anne, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Alors oui, au début de l'intervention de Gauthier, je me disais, mais enfin, oui, c'est pas parce qu'on va pas interopérer avec l'extérieur, de même que Internet a été beaucoup utilisé après en interne pour faire les systèmes intranet, c'est les mêmes protocoles. Pourquoi pas? Après, je le rejoins sur le fait que, de manière assez étonnante, j'arrive pas à me l'expliquer, pourquoi les entreprises s'emparent pas plus de tout ce qui a été fait et à quel moment ils vont s'en emparer. Ce qui reste quand même, c'est qu'ils s'emparent quand même beaucoup et de plus en plus de cet enjeu autour de faire du lien, c'est important. Et ça a été cité, les moteurs Neo4j, enfin tous ces moteurs Property Graph là sont en train de monter en puissance. Donc ça va peut-être quand même basculer à un moment ou à un autre en fait, mais je sais pas quand. Peut-être, mais comme j'attends que la tartine tombe du bon côté depuis 15 ans, il y a un moment donné, il faut passer à autre chose et Par avancer. contre, voilà, je pense qu'il faut, d'un point de vue des organisations telles que moi je les connais plutôt côté entreprise, ils iront pas sur les triple stores et compagnie, ils iront parce qu'il y aura Neo4j ou d'autres acteurs, j'allais dire costauds au sens des systèmes d'information et de leur intégration qui sont de la partie. Oui, on voit bien que tous les clouds, tous les fournisseurs de cloud ont leur base de données graph, Ouais. mais presque aucun sont sur RDF. Il n'y a que Amazon qui est sur RDF avec Neptune, parce que Amazon avait racheté un système qui était basé à la base sur RDF, mais qui faisait aussi du property graph. Donc, si Amazon rachète ce système, c'est pas pour RDF, c'est pour les property graph. Oui. Par contre, ils intègrent de plus en plus ces concepts qui viennent du web sémantique. Mais ça vient dans ce sens-là. Voilà. Et après, la question, c'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier, vous l'avez vu. C'est-à-dire qu'on peut faire du graph à un moment donné, aussi bien pour faire de l'interop externe si c'est du RDF, que de l'interop, d'avoir besoin de faire du graph avec du property graph par exemple pour faire du calcul de graph. Enfin, je veux dire, moi, mon rêve, c'est de réussir à remettre tous mes invités ensemble de toutes mes émissions à l'intérieur de ma base de données graph et de jouer avec. Bon, j'ai pas le temps, mais clairement, on finira bien par réussir à travailler là-dessus, évidemment. Mais là, à ce moment-là, on fera du property graph très clairement.
C'est vrai qu'en tout cas, nous, dans les architectures de lac, hein, pour moi, les tests qu'on lance là, c'est autour de l'usage de Property Graph pour faire de l'indexation la plus... intégrer de l'intelligence artificielle à l'intérieur de l'indexation, des pré-croisements, des pré-projections de données dans les différentes strates des architectures de données sur les disques plus ou moins rapides, ce genre de choses. Hein. Et c'est là-dessus qu'on va se baser, et qu'on se base déjà. On arrive presque au terme de cette séance. Donc, s'il y a vraiment une toute dernière question à poser à nos intervenants, c'est le moment. J'ai le sentiment dans cette réunion qu'on est en train on amorce un changement de paradigme, un plus après le web sémantique, c'est-à-dire qu'on est en train de commencer à explorer d'autres modèles, d'autres possibilités, d'autres obsessions aussi pour les chercheurs, les gens qui commentent, les approches critiques. C'est intéressant parce qu'on a ces mouvements de balancier continuels dans l'histoire de l'informatique. On centralise, on décentralise, on partage, on recentralise. Et finalement, c'est ça qui donne la dynamique. C'est ça qui fait que ça progresse et qu'on fait de plus en plus de choses quand on regarde. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça se dessiner avec vos explications. Je voulais aussi vous dire que pour aujourd'hui, je me suis sentie intelligente. J'ai eu l'impression de tout comprendre. Ça ne m'arrive pas tous les jours. Et je voulais vous remercier parce que c'est votre pédagogie, votre expertise qui m'a permis ce moment de plaisir. Je vous en prie. Est-ce qu'on a donné les cartes en main, Violette? Tu nous demandais de te donner les éléments pour aller persuader Monsieur Ricard de remettre en cohérence toutes les données des archives nationales et Dieu sait qu'il y a un petit peu de travail. Hyper intéressant. Est-ce que j'espère qu'on a pu te donner quelques éléments? Oui, énormément. Merci infiniment parce que voilà, vos exposés à tous les deux étaient d'abord très brillants, ça on n'en doutait pas, mais effectivement je sais qu'il y a plusieurs collègues des archives nationales qui sont là aussi ce matin et je vois mon binôme Louis Vigneault qui écrit dans le chat que yes we can. J'espère aussi qu'on est un petit peu au bord de ce chemin, à la croisée des chemins, et on doit choisir notre route puisque le projet Adamant se termine, donc le système d'archivage électronique des archives nationales est mis en place. Et effectivement, on a cet énorme enjeu de mettre en cohérence nos données référentielles aussi. Donc, je ne vais pas poser la question, mais vous en avez parlé, donc ils sont inclus effectivement dans la donnée. Vous avez tous les deux parlé de données au singulier. Et on se rend bien compte que c'est vraiment un singulier, mais qui est totalement pluriel. Et voilà, il faut qu'on prenne effectivement un chemin. Et je pense qu'on a de très bons arguments grâce à vous. Donc, merci infiniment. Mais peut-être d'autres collègues aussi en ont. Je ne sais pas s'ils sont à cette même croisée des chemins. Voilà, moi, j'ai vraiment énormément apprécié vos exposés à tous les deux. Donc, un très, très grand merci.